Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour si vous avez vu la vidéo précédente parlant de politique. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo du Ten Show dans notre canapé habituel. Très content de vous retrouver et aujourd'hui on va parler, je vais donner le micro principalement à Tom et à Mathias puisqu'ils vont vous faire leur chronique à la fois sur l'automobile et puis, le sport. Voilà, je vais y arriver, je les laisse parler, comme ça je vais me reposer. Merci. Du coup, je vais commencer tout simplement, soyons fous. Moi, je vais traiter de thématiques sportives et je vais faire un petit focus sur une compétition majeure de mon sport préféré qui est le badminton. Je vais un peu scénariser ça pour vous, auditeurs. En France, on est bon dans beaucoup de choses, en tout cas en matière de sport et dans plein d'autres choses. Entendez par là qu'on a beaucoup de champions ou de numéro 1 ou de personnes très bien classées dans des top 10, dans des top 20. Teddy Riner, Kylian Mbappé, Martin Fourcade, Sébastien Loeb, Ogier, Quartararo, Fabio Quartararo, Benoît Saint-Denis, Cyril Gane et j'en passe. Beaucoup de gens. Mais au badminton, mon sport de cœur, il n'y a pas grand chose quoi. On a un ancien champion, Brice Leverdez, qui est maintenant un peu âgé, qui a été 27e mondial. C'est ce qui est déjà exceptionnel comme classement pour des personnes lambda. Mais c'est pas le top 20, c'est pas le top 10. Pourtant, en ce moment, on a une nouvelle génération de joueurs, j'allais dire players, mais c'est plutôt joueurs. Arnaud Merclé, Alexandre Lanier, et on a ensuite deux frères. Christo Popov et Thomas Junior Popov, d'origine bulgare, nationalisé français, ils sont arrivés dans les années 2000, quelque chose comme ça. Et ces deux joueurs très prometteurs qui sont respectivement 27e mondial pour Thomas Junior et 24e mondial pour Christo Popov. Vous vous demandez pourquoi je fais une intro aussi longue? Et bien c'est pour vous parler de leur tournoi qu'ils sont en train de réaliser à l'England Open. Pour sa part, Thomas Junior, au premier tour, a éliminé le 4e mondial, ce qui est un véritable exploit, mais il s'est fait sortir en 8e de finale par, j'ai perdu son petit nom, Koki Watanabe, un japonais, 20e joueur mondial. Quant à Christo, il a très bien commencé ses 16e et ses 8e de finale, j'ai plus le nom en tête des personnes, et il s'est retrouvé en quart de finale contre l'adversaire de Thomas Junior qui avait battu Thomas Junior, donc Koki Watanabe, un joueur 20e mondial avec un style plutôt explosif, et il l'a battu en 2-7 si je ne m'abuse pas, 21-16 et 21-10, donc des scores 21-16 c'est un score plutôt normal avec une légère supériorité, mais 21-10 il y a un vrai écart, qui s'est creusé. Christo est un joueur qui est gaucher, donc c'est très rare. Si vous ne le savez pas, 90% de la population est droitière et 10% est gauchère. Et en fait, quand tu joues contre un gaucher, peu importe le sport, c'est toujours perturbant parce que tout simplement le revers de l'adversaire est inversé et du coup le coup droit pareil. Quand on s'entraîne, on joue du coup très facilement
idéalement droitier contre droitier, et on envoie la balle sur le revers de l'adversaire, mais quand on envoie la balle ou le volant en pensant qu'on est face à un coup droit, face à un mec qui joue coup droit, et ben face à un gaucher, on se mange un match en général. Parce que les gens ont compris. Voilà, bref, je me suis un petit peu emballé, excusez-moi. Et il a gagné contre Koki Watanabe, et il va se retrouver par contre en demi-finale contre le meilleur joueur au monde actuellement en termes de classement, Victor Axelsen, ou le 5e mondial, Ginting, un tout petit joueur, très petit, vraiment très petit, mais qui joue vraiment très bien. Voilà, bonne chance Christo, et voilà. Je te donne le micro, Mathias. Je voulais redire quelque chose, merci Tommy, et oui, bonne chance Christo également. Newton, mais il a l'air d'être très fort et vraiment, bonne chance à lui, il va lui falloir beaucoup de courage, mais ça va le faire. Ah oui, il a mon âge, voilà. Il a 6 mois de plus que moi. Voilà. Mais Joël, c'est pas ton âge. Hein. Ah bah ni. Oui, bien sûr, Il est très jeune, il a un peu plus de 20 ans. Voilà. Super. Bon, alors moi du coup je vais vous parler, alors pas de badminton, je vais vous parler automobile, voiture, et je suis tombé sur un article là par hasard. Alors en France, quelle voiture maintenant sportive peut-on acheter pour moins de 50 000 € hors malus, oui, avec toutes les options et tout ça, et moi j'ai regardé, et ben c'est un peu la soupe à la grimace, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose, hein. La Hyundai i20N, voilà, c'est un des seuls modèles qui est abordable. Tous les autres modèles, sauf si c'est de l'hybride, le modèle sportif vraiment pour le cœur des passionnés, c'est 100% en terre thermique. On trouve quelques petits modèles en hybride assez abordables, mais qui pour beaucoup manquent un peu d'âme. C'est leur choix. Et mais après sinon 100% thermique, une GR86, bah non, une Golf 8R, non, maintenant avec le malus de 60 000 €. Une Golf 8R, c'est 60 000 € de malus. Je crois normalement c'est 60 000 € de malus, ou peut-être pas 60 000, ouais, mais 40, ouais. c'est beaucoup déjà que la voiture est élevée, mais voilà, donc il y a beaucoup de consommateurs qui aiment l'automobile. Bon, ils sont un petit peu déçus, mais rassurez-vous, je vais également tomber sur un autre article. Quelle voiture plus ancienne, entre eux, on va dire 2002 à 2010, peut-on trouver dans 40 000 € à 50 000 €? Il y a de quoi se faire plaisir, des belles Aston Martin V8 Vantage, des Maserati Quattroporte, Gran Turismo, voilà, avec des moteurs Ferrari, voilà, et vraiment plein d'autres. Alors, bon, ce que porte la Gran Turismo, c'est pas des gros modèles de sport, mais voilà, mais c'est quoi? Oui, c'est nos voitures de fonction. On a 3 grands touristes. Bah oui. Elles sont dans le garage là. Voilà, Ouais, critère des bons touristes. voilà, critère 1 bien sûr, Grégory Doucet, on t'adore. Merci. 86 c'est même d'occasion. J'ai plutôt aimé d'occasion parce que du coup il n'y a plus de malus, du coup au moins c'est payé, ouais, et là vous pouvez vous faire un petit peu plaisir, et puis bah voilà. Et également pour des Français qui se posaient la question si le prix des carburants va augmenter suite à la fermeture, on a un peu anticipé, de la raffinerie de Donge, donc en Loire-Atlantique. Normalement, ça devrait pas trop augmenter, c'est ce qui a été dit. Donc normalement, la réouverture est prévue fin mars. Petit focus, des cutters et des soudeurs, vous allez avoir du boulot. Il y a 20 000 km de tuyauterie à changer, donc il y a du taf, hein. Pour rappel, Donge, c'est la 3e plus grande ou la 2e plus grande raffinerie. Donc pour vous donner un ordre d'idée, bah, les Lyonnais qui nous regardent, Faisin, elle est loin derrière, je crois, elle est 6e, 7e, avec une capacité de production, je crois, 2 fois inférieure à celle de Donge. Donc voilà, pourtant c'est immense Faisin, mais voilà, le prix des carburants normalement n'aurait pas augmenté. Voilà. Something that has to be done.